Bonjour capitaine, je m'appelle Baptiste Marin et depuis un an j'ai lancé le podcast Capitaine au Capitaine avec la volonté d'inspirer celles et ceux qui sont en quête de sens et de renouveau. Et j'ai jamais vraiment pris le temps de me présenter à vous, donc pour l'anniversaire de cette émission, j'ai fait le choix de me faire interviewer par Théo Robache du podcast Le Pompon, que je salue au passage. L'objectif était d'en dire un peu plus sur mes propres transitions de vie et que vous compreniez un peu mieux la genèse et la nature du projet. Je tenais aussi à vous prévenir que nous avons enregistré cet épisode en extérieur et qu'on a dû un peu parfois pousser notre voix pour couvrir les sons environnants. Et malgré tous les efforts de Pauline, ma monteuse de choc du son libre, à quelques moments ça sature un petit peu, donc désolé pour ça. Je vous souhaite néanmoins une bonne écoute et on se retrouve en fin d'épisode où je vous glisserai quelques détails complémentaires sur les nouveautés de cette rentrée. I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour Baptiste. Bonjour Théo. Alors j'ai envie de dire merci de me recevoir sur ton podcast, je ne sais pas comment dire exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais non, merci à toi surtout de prendre le temps de faire cet entretien et de prendre sur ton temps libre pour encourager une jeune initiative girondine. Avec grand plaisir, merci de m'avoir demandé, pour le coup c'est un honneur de pouvoir t'interviewer sur ton podcast. Je précise qu'on est dans un jardin, voilà, il y a potentiellement du passage autour, dans un très beau jardin, et il y a quelques moustiques qui nous attaquent. C'est ça, voilà, je le dis, mais si on entend par moment des petites claques, tout va bien. On s'entend très bien. Ce sont juste quelques moustiques. Baptiste, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, écoute, Captain Bam, j'ai envie de dire, Ouais. pour l'optique du projet. Je vais avoir 45 ans. Je suis un vieux jeune papa de une petite fille qui a 1 an et demi. Mm-hmm. Et je suis installé dans la région de Bordeaux depuis 2016. Ouais. Et donc j'ai fondé les Capitaines après un parcours plein de transitions, puisque c'est un peu mon sujet de prédilection. Exactement. J'ai pas mal navigué et j'ai jeté l'ancre à Bordeaux et maintenant dans l'entre-deux-mers il y a quelques années maintenant, toujours en m'intéressant aux sciences humaines, j'allais dire. C'est un peu mon fil rouge, le fil rouge de mon parcours. Ouais. Et alors justement, on reviendra un peu aussi sur tout ce wording autour du capitaine que tu as eu il y a quelques années, mais on reviendra sur tout ça. J'aime quand même bien cette question parce qu'elle permet aussi de comprendre ton parcours. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Tu avais déjà une idée ou pas ? Oui, non. Oui et non. C'est-à-dire que j'ai ce souvenir d'adolescent où je me disais ce serait quoi une vie réussie pour moi. Et il y avait une notion d'argent, mais qui n'a plus rien à voir maintenant parce qu'à l'époque c'était en francs, donc aucun référentiel majeur. C'était d'habiter sur plusieurs continents et d'avoir une vie multiple. Ok. Donc je ne mettais pas ce terme de transition à l'époque, parce que j'étais un adolescent, mais avoir plusieurs vies en une, c'est une vie riche, c'était un peu ma définition d'une vie riche, déjà à l'époque. Mais il n'y avait pas de métier précis. Ok. Et tu as commencé à travailler entre guillemets dans l'ancien monde. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu l'as dit, les transitions, ça fait partie de ta vie et on verra après comment tu les accompagnes aujourd'hui. Mais ouais, tu as commencé dans l'ancien monde, tu as été cadre dans une grosse boîte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce début de parcours ? Ça permet aussi toujours de comprendre malgré tout d'où on vient et donc où on va après. Ouais, bien sûr. J'ai commencé à bosser très jeune. J'avais tout juste 18 ans et un BTS en alternance qui n'était pas du tout connu à l'époque. Donc, il fallait expliquer aux entreprises ce qu'était l'alternance. Et je suis tombé dans une boîte qui faisait du packaging. Donc, donc là, on est en 96, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça ne me rajeunit pas. Et, J'avais 4 ans. Je ne sais pas si... non, ça me fait encore... Faut arrêter, non, fais pas ça. Pardon. Non, très bien, une entreprise, la question du sens n'était pas encore très présente, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, et puis moi-même j'étais jeune adulte, déjà trouver un boulot c'était pas mal, et puis j'ai trouvé cette entreprise qui m'a fait confiance dès le début, qui m'a donné quand même certaines responsabilités déjà dans mon BTS. Donc c'est un peu, c'était pas
C'était pas un choix que par défaut, mais c'était pas un choix non plus genre je veux faire ça. Envie, je veux bosser dans le packaging. Passion. J'ai jamais été animé par le fait de faire des étiquettes adhésives pour l'industrie pharmaceutique ou des cosmétiques. Mais ça a été, avec le recul, je dis que c'est un peu mon école de l'entreprise parce que ce qui était intéressant comme configuration dans ce chapitre-là, c'est que c'était plutôt des petites entités. Ça dépassait jamais 70 personnes, donc il y avait quand même une vraie proximité humaine. Et en même temps, c'était un grand groupe, donc j'ai pu avoir pas mal d'opportunités. Il se trouve que dans l'industrie, c'est pas ce qu'attiraient les jeunes diplômés à l'époque, donc ils avaient un jeune pas trop bête qui avait envie de voyager. Donc du coup, après mon BTS, je suis parti à 20 ans en Écosse, dans une autre filiale du groupe. J'ai passé 2 ans là-bas. Et là, j'ai rencontré des grands frères. Les transitions sont faites de rencontres, hein. Ça, c'est pas un scoop. Et j'étais en coloc avec des grands frères. Quand je dis grands frères, c'est des colocs qui avaient 3-4 ans de plus que moi et qui, eux, avaient fini l'université. Qui m'ont dit, t'as l'air d'avoir un petit peu d'envie. Un BTS, ça va peut-être être court, reprendre des études, une école de commerce. Mais tu sais ce que c'est, l'école de commerce à la française, ça coûte super cher. Mes parents n'avaient pas forcément... les moyens pour financer ça. Ils m'ont dit, mais c'est pas un problème, va demander à ton entreprise qu'elle te la finance. Je dis, mais vous êtes dingues les mecs et tout. Et puis finalement, ils m'ont un peu coaché, ils m'ont aidé. Et puis, premier gros tournant, l'entreprise dit, ok, on te finance, contre aucune contrepartie, on te finance ton école de commerce. Donc là, je quitte l'Écosse, direction Nice. Yes. Donc changement de décor et de climat aussi. Et super expérience aussi, parce que j'avais le recul déjà d'avoir travaillé avant, donc ça donnait beaucoup plus de sens à mes études. Je savais ce que j'étais venu chercher. Et puis, dernière année en Espagne, expat en Espagne. On va le dire franchement, avec le recul, 6 mois de vacances à Alicante en expatriation. Je crois que j'avais 12 heures de cours par semaine. Donc, ah ouais, plutôt tranquille, quoi. Ouais, d'un point de vue académique, c'est pas là où j'ai le plus appris. Et puis 6 mois à la chambre de commerce franco-espagnole. Et puis après, à la fin de mon école de commerce, l'entreprise en question vient me rechercher en disant tu vas faire quoi maintenant? Je dis c'est pas très original, je vais chercher du boulot. Ils m'ont dit allez, reviens. Et puis là, j'ai continué avec eux sur Paris d'abord pendant 2-3 ans. Et là, autre gros tournant, je m'étais un peu promis à moi-même, c'est le genre de truc un peu débile qu'on se fait, tu vois, de dire je referai une expat avant mes 30 ans. Ok. Et là, du coup, le boss que j'avais eu en Écosse m'appelle des États-Unis en me disant je suis aux États-Unis maintenant, j'ai besoin de soutien. Et à cette époque-là, mon papa est très malade et je suis en couple. Et donc, décision un peu bizarre, mais j'en parle avec mon père. Je dis écoute, voilà, j'ai un peu ce dilemme-là en moi, t'es malade. Et il me dit l'important dans la vie, c'est d'être serein. Et cette phrase-là, surtout venant de lui, qui était quand même... elle m'a, pas sur le moment, mais quand j'étais aux États-Unis ensuite, elle m'a fait beaucoup écho plus tard. Et donc, je décide de partir aux États-Unis. Et quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression qu'on m'a arraché les 2 bras, les 2 jambes et qu'on me demande de courir un marathon, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je fous là. À la fois, la mission me plaît, mais je me sens complètement déconnecté de moi-même. Et du coup, c'est très, très difficile. Je me souviens, pour la petite anecdote, que j'allais aux toilettes le matin pour vomir carrément, parce que c'était vraiment pas bien. Le corps t'envoyait des messages assez énormes, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ça a tenu quasiment 1 an. Et puis là, l'état de mon papa se dégrade davantage. Et quand on t'apprend que ton père n'a plus que quelques mois, là, toutes mes priorités basculent. Et je décide de rentrer en France. En 12 jours, je crois, je démissionne, je rends mon appart, je vends ma voiture, je ferme mon compte bancaire. La décision est prise, donc tu t'en vas. Voilà. Et là, j'ai eu une grosse période d'observation. Donc là, on est aux alentours de mes 30 ans. En 2007-2008, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, par observation, justement, de ces médecins qui s'occupent... être médecin, être soignant, c'est une vraie vocation. Et là, je me dis, waouh,
Comment eux, leur contribution, c'est ça, quoi. Et là, on parlait pas d'économie sociale et solidaire, on parlait pas de tous ces enjeux, on parlait pas de sens. Au-delà de l'économie, c'est le sens dans le métier que tu peux avoir, on en parlait moins. Absolument. Et moi, c'est vraiment cette observation, c'est vraiment cette expérience-là qui a fait que je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je fais en fait ? Je fais des étiquettes adhésives. Et je me rappelle me répéter cette phrase en fait plein de fois. Putain, je fais des étiquettes adhésives. Comme une prise de conscience un peu émotionnelle. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et voilà. Après, ça m'a pris 2 ans pour changer. Et ça a été une autre vraie bascule, quoi. Ouais. Comment tu as fait pour changer justement ? Parce qu'on a... Tu vois, parfois, il y a des... Là, on parle de déclic pour le coup, qui est le décès de ton papa. Parfois, on a des déclics, mais qui vont durer 5 jours, et puis on revient dans une routine qui n'est pas forcément celle qu'on veut, mais on n'a pas la force, la possibilité de bouger. Qu'est-ce que toi, tu dis pendant 2 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Et qu'est-ce que soit tu as mis en place, ou ouais, est-ce que tu t'es fait accompagner ? Est-ce que tu en as parlé autour de toi ? Enfin, il se passe quoi pendant ces 2 années-là de transition ? J'ai pas un souvenir précis. Je crois que j'ai une capacité des fois à mettre un mouchoir sur ce qui me va pas, quoi, ou peut-être, je sais pas. Donc je sais pas si je suis très objectif dans mon souvenir. Je pourrais le décrire peut-être comme un deuil simultané, quoi. Il y avait le deuil de mon père et il y avait ce dont je me souviens, c'est de me poser la question, peut-être 18 mois après qu'il soit parti, de me dire en quoi c'est une bonne nouvelle pour moi. Et c'était horrible de se poser cette question-là, parce que c'est forcément pas une bonne nouvelle, mais de me dire qu'est-ce que j'en fais. Ouais. Comment tu rebondis. Ouais. Et du coup, je me suis dit, peut-être que j'étais un peu trop dans les attentes de lui faire plaisir ou de faire plaisir en général. Moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Et là, quand tu fais cet exercice pour la première fois, que tu as 30 ans, tu te retrouves devant un vide abyssal de dire « waouh !» Donc c'est là que ce processus-là a commencé. Et puis après, c'est conjointement avec le boulot, ça a plus de goût en fait, tu te retrouves face un peu au même problème, donc du coup il y a une usure qui se fait au travail. Ouais. Et puis je crois que le déclencheur, ça a été un énième patron qui arrivait, qui nous disait on va repartir, on va faire ci, on va faire ça, et puis j'y croyais plus et je lui ai dit non, voilà. Donc j'ai fait un bilan de compétences. Et la consultante à l'époque me dit, ouais, avec ce que vous me dites, est-ce que vous avez déjà pensé à travailler dans un cabinet ? Et pour moi, cabinet, c'était soit un cabinet d'avocat, soit un cabinet de recrutement, donc je voyais pas du tout. Ouais. Et je suis tombé sur une annonce en ligne où je me suis complètement retrouvé, quoi. Le truc genre, ah ouais, genre ça existe ça, c'est sérieux, quoi. Et j'ai postulé, voilà, je fais l'histoire courte, mais au final, j'ai été pris. Et là, la petite phrase qui revenait assez souvent, c'était et en plus, je suis payé. Et en plus, c'est naze, il me file un salaire, quoi. J'étais vraiment payé pour apprendre. Ouais. Et tout ce que j'aimais bien dans le monde de l'entreprise, le rapport humain, ce côté faire ensemble, etc. On me donnait des outils et on me donnait des mots pour mettre des concepts dessus, quoi. Et là, j'avais vraiment l'impression d'être comme dans Matrix, tu vois, de voir les 0 et les 1 dans les interactions, de décoder, d'avoir un vocabulaire qui me permettait d'eux. Ouais. Et j'ai adoré. Et donc, tu rentres dans un cabinet prestigieux, pour le coup, de communication interpersonnelle. C'est ça. Kesako. Écoute, c'est l'association dans les années 70 d'un psychologue et d'un directeur de vente qui ont dit tiens, si on met nos compétences ensemble, on devrait pouvoir apporter quelque chose dans les organisations. Donc, ils étaient assez précurseurs à l'époque, mais aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Mais c'est comment on communique finalement, comment on communique, j'allais dire efficacement, comment on arrive à s'entendre, comment on arrive à coopérer, comment on arrive à motiver, comment on arrive à se motiver. Donc il y a 2 types de communication pour moi sur ce plan-là. La communication interpersonnelle, c'est la communication avec les autres, et il y a la communication intrapersonnelle, c'est notre discours intérieur. Et là, je découvre ce qu'est la communication interpersonnelle appliquée dans un contexte de management et de vente. Ouais. Donc, coup de foudre, j'adore. Et puis, mon métier, c'est d'animer des formations dans les entreprises pour former des dirigeants et des managers. Ok. Après ça, tu fais ça pendant à peu près 2 ans, c'est ça ?
Après ça, tu changes aussi et tu as un nouveau déclic. J'ai envie de te parler de l'IPAG, une école où tu as été membre du comité de direction, une école de commerce dont tu as été diplômé. Tu parlais de l'école de commerce tout à l'heure à Nice, c'est par là que tu es passé. Et là aussi, tu as un nouveau déclic, une nouvelle prise de conscience en voyant ces jeunes aussi se poser des questions, entre autres. Et puis tu vas nous raconter la fin de cette histoire, qui est quand même un peu originale, mais qui là aussi fait partie du parcours, une transition un peu obligée, j'ai envie de dire, mais qui est créatrice après pour la suite. Absolument. C'est le directeur général de l'époque qui cherchait des anciens élèves pour être au comité de direction de l'école, donc de l'IPAG. Et moi, j'étais assez bien dans mon cabinet, là. Mais il y avait autant j'aimais bien le travail, autant dans l'organisation, il y avait quelques dissonances. Et finalement, je me suis dit, bosser dans une école de commerce, c'est faire du management préventif finalement. Exactement. C'est former les futures générations, donc il y avait quand même une continuité et du sens. Et puis être au comité de direction de l'école qui t'a diplômé, c'est quand même il y avait le côté un peu émotionnel du truc. Cet attachement qu'on peut avoir à nos écoles. Donc je dis ok, et là je prends un risque quand même, parce qu'on parlait de diriger 3 départements sur 2 sites, avec une équipe de plus d'une dizaine de personnes sur des métiers qui n'étaient pas forcément les miens de base. Donc ça a été une très belle aventure, mais courte, parce que il se trouve qu'on n'avait pas on avait des croyances différentes, et puis tout n'est pas allé dans la relation aussi avec le directeur général en question. Et alors avant de donner l'issue, ça a été quand même super apprenant, parce que c'est là où je rencontre, j'aime pas le terme de génération parce qu'il est généralisant, mais l'esprit des jeunes actifs qui s'apprêtent, et c'est là que je me rends compte, en plus de ce que j'entendais dans mes formations de la part des trentenaires, des quadras, ce que projettent les jeunes actifs du monde du travail. Et là, on est en 2012 déjà, tu vois, donc il y a une dizaine d'années. Et là, déjà, il y a des choses qui sortent. J'entends des trucs du style, moi, je vais aller dans l'économie classique pour me faire un peu de pognon, et puis pour lancer ma carrière. Je ferai mon burn-out à 30 ans, et puis après, j'entends des trucs qui m'alertent, en fait. Et puis... c'est marrant comme plan de vie. Je l'ai entendu chez certains. Je dis pas que c'est la majorité, mais je l'ai entendu chez certains. Et là, je me dis, il y a un vrai truc qui a changé. Je prends conscience de ça, de l'évolution du monde du travail, des attentes. Donc ça a été très apprenant aussi. Je m'aperçois d'ailleurs que les ressentis ne sont pas forcément différents entre les jeunes actifs et ceux qui sont dans les organisations depuis un certain temps, mais que le contexte est différent. Parce que quand tu commences et que tu es en école de commerce ou en école d'ingénieur, ou que tu sors de tes études de manière plus générale, sans me focaliser sur ça, tu n'as rien à perdre en fait. Tu n'as pas d'image sociale à préserver, tu n'as pas de crédit à payer, d'enfants à nourrir, et tu as un futur qui est beaucoup plus incertain, parce que tu as 40 ans de carrière à construire. Donc ça se cristallise à ce moment-là. Et surtout un futur, mais comme on est en 2012 et quelques, il y a quand même une grosse crise 4 ans plus tôt. Enfin, on a déjà des choses quand même qui ont impacté le monde de manière générale, et le milieu de l'entreprise aussi. Tu nous racontes la fin de cette aventure aussi rapidement, mais encore une fois, c'est aussi une façon d'enchaîner sur autre chose. Je vais pas rentrer trop dans... on va le dire. Comment ? T'es remercié, on va dire. On peut nommer les choses. Je suis viré pour faute grave, insubordination. Dans les faits, c'est ça. Non, je sais pas si j'ai eu tort ou raison. En tout cas, j'ai essayé d'écouter ma vérité. Dans la notion des capitaines telle que je l'imagine, il y a cette notion d'intégrité, c'est-à-dire que d'aller jusqu'au bout de ce en quoi on croit. Et là, on m'a donné une instruction qui ne faisait pas sens. Et donc, j'avais beaucoup à perdre, puisque j'avais un bon salaire, j'avais un bureau à 50 mètres du Café de Flore, donc c'est en plein milieu de Paris et tout. Mais pour autant, je me suis dit, non, si ça ne fait pas sens, je ne peux pas obéir aveuglément. Et du coup, j'ai été jusqu'au bout de mon idée. Après, il y a peut-être de l'ego qui est rentré en jeu aussi, etc. Mais en tout cas, c'est pas une décision que j'ai regrettée. Peut-être aussi que j'étais pas à ma place, tout simplement, et que mais je l'ai pris comme ça,
me faisant confiance. C'était pas facile quand même parce que j'avais créé un lien avec l'équipe et je suis parti presque sans leur dire au revoir parce qu'il y a des démarches dans ce type de litige qu'on doit respecter. Donc ça, c'était pas évident humainement. Je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise dans le conflit, donc voilà, j'ai entamé une démarche prud'homale qui était pas dans ma nature, quoi. Et puis finalement, ça s'est réglé plutôt en bonne intelligence. Et je remercie l'autre partie aussi d'avoir été intelligent. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie en fait. Hein. J'ai pas gardé d'animosité envers la personne en question. Et voilà, ça devait se faire comme ça, quoi. Ouais. Et t'as pas eu peur justement parce que parfois justement, comme tu dis, on a des valeurs, une façon de voir les choses et parfois et même souvent on dit pas non, donc on continue et puis on tasse un petit peu justement notre façon de penser, nos valeurs, ce qu'on a construit, etc. Là toi t'es allé au bout, quitte à aller la pire issue possible, qui bon après est plutôt positive par la suite, mais t'as pas eu peur et ouais, comment tu t'es senti à ce moment-là? Et alors je pose la question aussi, c'est pour les gens qui nous écoutent évidemment, se dire parfois on accepte des choses mais qui nous conviennent pas et on se rend compte que on aurait peut-être dû au final écouter sa voix intérieure. La décision en question, j'aurais pu. Je pense que c'était plus général en moi. Je pense que c'était un état qui fait que c'est à ce moment-là, peut-être que si cet épisode-là est arrivé 6 mois plus tôt ou 6 mois plus tard, peut-être que ça aurait été différent. C'était pas la nature de la décision. Je pense que c'était un tout. Ouais. Et j'étais dans ce. Je crois que inconsciemment, j'attendais une rupture, quoi. Mais une plus grosse rupture, on a parlé des transitions que j'avais pu faire, quelque chose de plus grand. Il y avait quelque chose qui m'appelait, mais je ne savais pas ce que c'était. J'avais du mal à le faire émerger. J'arrivais à un moment donné où j'avais l'impression de progresser dans cette quête de sens, là, comme on dit aujourd'hui. Mais je me suis dit, je sais pas, c'est difficile à analyser même rétrospectivement parce que il a fallu le laisser émerger. Je me faisais confiance d'un point de vue professionnel de me dire je pourrais retrouver quelque chose, j'ai une 30aine d'années, j'ai un passé qui fait que, donc je me sentais pas en danger, peut-être que ça c'était suffisamment sécurisant pour que je puisse prendre cette décision-là, mais je savais pas du tout ce que j'allais faire derrière, quoi. Ouais. En tout cas, je pense que j'étais arrivé au stade, je peux le formuler comme ça. Je savais plus ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais plus. Ouais, et ça, c'est peut-être ça. Et justement, pour trouver ce que tu as envie de faire, tu pars. Tu le dis toi-même, tu prends le large, en vrai capitaine. Tu pars 6 mois en sac à dos pour faire le point, pour savoir où t'en es, ce que tu as envie de faire. Bon, sans peut-être déjà mettre des mots là-dessus, mais bon, au moins tu dis je pars et je verrai ce que ça donne. Qu'est-ce que tu dis au moment où tu pars? Est-ce que tu sais combien de temps tu vas partir? Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire? Et puis explique-nous pour le coup ces 6 mois, est-ce que tu fais pendant ces 6 mois? Au tout début, quand il y a eu cet épisode précédent là, je me dis juste je vais prendre des vacances, quoi. Je vais m'autoriser un voyage. Je voyais 3 semaines, 1 mois, chose que j'avais pas fait depuis le début de ma carrière. Ouais. Et c'est ma sœur, je la remercie, qui toujours une il y a toujours qui balance cette petite phrase anodine et qui dit quand tu feras ton tour du monde. Je me dis, je n'ai pas parlé de tour du monde. Et je me dis, mais c'est une bonne idée, ça, un tour du monde. Il se trouve que j'avais un petit peu d'économie à ce moment-là, donc je me dis, ça commence à germer en moi. Et là, je vais à la Fnac et je m'achète un planisphère et je l'affiche dans mon salon. Et là, le voyage commence, en fait. Là, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Combien de temps je pars? Où je vais? Etc. Ouais. Et ça fait vraiment... c'est vraiment le souvenir que j'en ai, c'est que mon voyage, il a débuté le jour où j'ai acheté ce planisphère, quoi. Énorme. Et je savais pas trop... Je ne voulais pas me donner d'objectifs. Je voulais vraiment que ce soit une parenthèse enchantée, ce voyage. Et du coup, je décide quand même des grandes étapes. J'avais besoin de me sécuriser un peu. C'était la première fois que je faisais un voyage aussi long. Tu pars seul ? Ouais, je pars seul en sac à dos. Je suis célibataire à ce moment-là, donc freedom absolu. Et je pars en repérant des pays où j'ai un peu des connaissances quand même de temps en temps, d'autres pays que j'ai vraiment envie de visiter. Et je pars, au début, je pars sans objectif, quoi. Ouais. Et puis, il y a la première partie, donc j'arrive en Thaïlande le jour du Nouvel An. Okay.
Voilà, ça s'enclenche un petit peu. Je fais des rencontres très tôt, dont Étienne, qui est devenu un pote, qui a un podcast aussi, j'en profite pour faire sa promo, qui s'appelle Et surtout la santé, et qui est très très bien, et avec qui on échange. On fait pas tout le voyage ensemble, mais on se retrouve, et puis il y a plein de réflexions qui naissent, et comme c'est difficile pour moi de mettre mon cerveau en pause trop longtemps, là il y a une partie un peu bilan qui se fait. J'essaie de me retourner, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, etc. Donc un peu une sorte de voyage introspectif. Le voyage, c'est génial pour ça, hein, surtout quand tu es à l'autre bout du monde et que tu n'as aucune contrainte, ou très peu. Et je commence à me documenter, je découvre ce que sont les pédagogies alternatives, je découvre ce qu'est le SS, je découvre tout un tas de choses en fait qui me passionnent, et je tire le fil de tout ça. Je profite du voyage quand même, hein, j'ai bien conscience qu'on ne fait pas ça tout le temps, mais il y a ce fil qui commence à émerger, et c'est en Nouvelle-Calédonie, donc là gros déclic. Celui-là je m'en souviendrai toute ma vie. C'est des potes qui me prêtent une voiture pour que je fasse le tour de l'île, et ils ont que quelques CD dans la voiture. On capte pas la radio beaucoup, tu vois, en Nouvelle-Calédonie, et il y a un CD de reprise des chansons de Goldman. Et à un moment donné, je suis dans là c'est le petit moment carte postale qui fait rêver. Je suis dans ce lieu magique qu'est la Nouvelle-Calédonie en termes de flore. C'est incroyable de diversité. Et mon esprit divague au son de la musique. J'ai la fenêtre ouverte, il fait beau. Et là, j'ai des pensées qui vont à 2000 à l'heure, quoi. Et la chanson se termine, passe sur une autre. Et je sens que cette énergie redescend. Donc je remets la chanson et je repars dans mon truc. Et je suis assez obsessionnel. Donc je pense que j'ai dû la mettre 15 fois d'affilée. Et à chaque fois, je suis réentraîné par cette musique. Ouais. Et quand j'écoute la musique, quand je prends conscience, parce que j'étais un peu dans un état second, quoi. Quand je prends conscience de la musique que c'est, de la chanson que c'est, ça colle parfaitement avec le déclic que je suis en train d'avoir. Mais j'entendais pas les paroles. Ouais. La chanson, c'est « Il changeait la vie ». Donc voilà. Mais il y a ce côté... donc le premier couplet sans chanter la chanson. Ah bah si, maintenant on voit la chanson. Non, mais c'est le cordonnier qui fait des chaussures parce qu'il a envie que les autres soient bien dans leur basket, quoi, en gros. Ouais. Donc c'est le métier passion. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans la quête de sens de métiers qui tournent autour de l'écologie, qui tournent autour de tous les défis environnementaux. Et je dis pas que c'est mal. Je dis que dans la quête de sens, il y a aussi ce côté... pourquoi je fais les choses. Et si tu as envie de faire des chaussures pour les autres parce que tu aimes ça, parce que tu prends du plaisir et que c'est lié au bénéfice, parce qu'une partie de ton plaisir, c'est aussi que les autres soient bien dans leur basket, bah ça fait sens, quoi. Ouais. Deuxième couplet, c'est le professeur, donc c'est la transmission, qui pensait que savoir était un grand trésor. Et ça, c'est un verbe que j'ai toujours... mes deux grands verbes, je crois que c'est comprendre et transmettre, quoi. Donc ça fait écho. Et puis après, le troisième couplet, c'est le petit bonhomme qui pleure sur son saxophone, qui pensait qu'il était inutile à la vie des autres hommes. Donc il y a ce côté quête de sens un peu. Et il y a une phrase qui me serre toujours la gorge quand je la dis, mais c'est... il n'y a rien qui ne m'émeut plus qu'un humain qui se débat pour grandir. Et c'est, j'ai toujours, en fait, ça fait longtemps que je tourne autour de ça. Et j'ai l'impression de me rapprocher à chaque fois un petit peu plus de comment je le fais. Le comment, il varie, mais c'est vraiment ça qui m'anime intérieurement, quoi. Et là, j'ai une sorte de... Tu sais, un peu comme si t'essayes de faire un puzzle depuis longtemps. Tu sais que tu as toutes les pièces. Mais là, d'un seul coup, l'image que tu dois faire, elle est claire. Donc, tu n'as rien fait de... Voilà, tu as un peu détouré le puzzle, quoi. Ouais. Mais là, d'un seul coup, tu dis « Ok, je ne sais pas comment je vais y arriver, je sais pas... voilà, mais c'est là que je veux aller. » Et là, je m'arrête, je me pose, j'arrête la voiture quand même et je profite de l'instant en me disant « Ça, ce moment-là, tu vas t'en souvenir toute ta vie, quoi. » Donc ça, c'est gros déclic de mon tour du monde. Génial. Comme quoi la musique et le voyage aussi pour le coup, mais... Là, on n'apprend rien à personne, je pense. Exactement, ouais, ça, mais bon, ça fait du bien de le répéter, de le redire un petit peu de temps en temps aussi, quoi. Quand tu rentres de ces 6 mois, t'es dans quel état ? Et tu repars, enfin tu reviens plutôt avec, enfin tu repars parce que tu reviens ici, donc tu repars avec une énergie, mais tu reviens avec quelle énergie aussi et quoi en tête, si tu as quelque chose en tête. Alors je passe le reste du voyage à écrire. À écouter la musique. Je l'ai écouté 700-300 fois.
Non, mais je commence à écrire. Je me mets des moments. Des fois, je m'arrête 2 jours. Je bouge pas de mon auberge de jeunesse là, et j'écris. Donc, j'affûte un peu mes convictions. Quand je rentre, je suis un peu dans une énergie. Je reprends mon appart. Je suis vraiment dans une énergie go. J'avais repéré La Ruche, qui est un espace de coworking. Enfin, maintenant un peu partout en France, mais à l'époque, c'était qu'à Paris. Ouais. Et je suis en mode, allez, il faut, dans cette énergie créatrice de faire quelque chose avec ça. Mais de quoi, justement ? Est-ce que tu as déjà une idée ? Parce que, Ouais, donc au début, quand j'arrive, ça s'appelle Unicity. Okay. Je voulais jouer sur ce mot d'unicité, donc le côté unique d'une personne et de faire corps à plusieurs. Ouais. Mais très vite, je rencontre Anaïs Georgelin et on travaille. Elle est un peu sur la même énergie. Elle a des envies aussi d'entreprendre dans ce côté. Comment je pourrais le décrire à l'époque ? On se disait les carrières, elles sont plus linéaires. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on commence comptable qu'on finira comptable. Donc comment on fait ? On a un peu cette critique constructive des écoles de commerce, du salariat. On s'interroge un peu, on a un peu le même type de questionnement, peut-être avec des angles différents. Et on décide de se lancer un peu dans l'aventure ensemble. Et c'est devenu So Many Ways, donc qu'on a commencé en asso au départ. Ouais. Et puis pour répondre à ta question, j'ai cette énergie-là d'un côté, mais je pense que j'ai pas mesuré tout ce que le voyage a transformé en moi d'un point de vue perso. Ouais. J'ai un peu éludé ça. Et quand je reviens dans Paris, on est aussi en 2015, il y a les attentats. À ce moment-là, il y a une ambiance un peu glauque et un peu particulière sur Paris. Et je crois que ça me pète un peu à la gueule, en fait. Il y a une sorte de je me sens plus du tout aligné. Tu parlais de désaxage, désaxement, je sais pas quel terme t'es désaxé en déconnexion, en tout cas, qui fait que c'est difficile quand on monte un projet aussi. De trouver sa place, etc. Et du coup, même si il y a une partie qui est très animée en moi, il y a une partie qui est plus du tout connectée. Et du coup, je quitte le projet sur lequel on a bossé ensemble pendant 1 an et demi, je crois. Ouais. Et je décide que le premier changement que je dois faire, c'est au niveau de l'environnement et que Paris ne me convient plus, n'est plus aligné à la qualité de vie que je souhaite. Et ma sœur habitait déjà à Bordeaux, donc je rejoins ma sœur sur Bordeaux, qui me paraît être une étape pas mal, tu vois. Il y avait déjà un peu la hype bordelaise avec le TGV, etc. Ouais. Mais pour moi, c'était une bonne transition parce que c'est un peu une ville un peu plus à taille humaine et qui me va bien. Et donc j'arrive à Bordeaux en 2016 en me disant je vais me concentrer sur ma vie perso maintenant. Ok. Tu fais une petite moue. Ouais, parce que c'est pas passé comme ça. Non, je me suis réinvesti assez rapidement dans un projet qui m'a plu aussi, qui s'appelle Osons ici et maintenant, que tu connais peut-être aussi. Je connais, effectivement. Voilà. Tu racontes pour le coup. Parce que, très belle rencontre avec les fondateurs et un projet super qui vise à favoriser les déclics. Donc, on est complètement dans ce que moi je poursuis. Donc c'est un peu une évidence aussi. Et puis c'était une asso qui avait déjà fait pas mal de choses, mais qui cherchait à se déployer un peu. Et donc je participe à ma mission principale, c'est d'aider à développer un peu la pédagogie, l'approche, etc. Et puis de développer une offre pour les entreprises. Et ça m'a bien passionné. Aussi parce que je touche un autre public que je connaissais pas aussi, qui est un public un peu plus éloigné des dispositifs citadins, etc., qui est plutôt du monde rural, et des jeunes qui sont parfois en grande détresse. Donc je découvre ce qu'est l'éducation populaire, le contexte associatif, les institutions aussi, puisque qui dit association dit région, ville, etc. Et un milieu qui est assez en souffrance aussi, donc très très apprenant. Voilà, et donc je recommence, je m'investis à fond là-dedans, et puis je me préoccupe pas trop
de ce qu'il y avait en moi, qui était de devenir co-capitaine, quoi. C'est quelque chose qui commençait à mûrir en moi, et quand je dis co-capitaine, c'était de fonder une famille, Ouais. Voilà, ça je l'avais un peu relégué au second plan en espérant que ça me tombe dessus comme ça. Et donc c'est arrivé un petit peu plus tard. Mais alors, c'est marrant, je ne sais pas, mais effectivement, ce côté retourner, tête baissée, entre guillemets, parce que tu es dans quelque chose qui te plaît, qui fait sens. On parle de déclic et d'accompagnement. Et tu parlais tout à l'heure de transmission, hein, évidemment. Comprendre et transmettre. Hein, là, tu étais en plein dedans. À quel moment j'imagine, un cavalier sur un cheval, hein, pardon, c'est pas trop le thème des capitaines, mais qui d'un coup freine le cheval, tire un peu sur les, je sais plus comment on appelle ça, les lanières, je sais plus, bref, Ouais. je suis pas cavalier, pour mettre un peu un stop en disant, en fait, j'étais quand même venu aussi pour ma vie perso. Et pour construire quelque chose, est-ce que là aussi, tu prends conscience que tu es reparti dans un engrenage qui te plaît, hein, d'un point de vue pro, hein, c'est de ce que je comprends, mais c'était pas pour ça que tu avais déménagé. Est-ce que là aussi, alors j'ai pas encore envie de parler de déclic, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu te dis, ok, ma vie perso quand même, parce que c'est bien le pro, mais c'est chouette de construire quelque chose en perso. Je ne sais pas si on peut parler de déclic. Il y a toute une série de rencontres ou de discussions que j'ai déclenchées qui m'ont aidé peut-être. Moi, je crois beaucoup à la notion de cycle, en fait. Je crois que la vie est faite de cycles. Ouais. Et ce qui est vrai au niveau des saisons ou d'une année, etc., est vrai pour nous aussi. Et je pense que c'est au centre du projet des capitaines de dire, en fait, notre vie est faite de cycles. Il y en a qui se passent très bien et on n'a pas à se prendre la tête. Mais il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, pour tout un tas de raisons, parce que ça active des peurs, même quand c'est choisi. Ça, c'est un truc, même quand tu décides, personne m'a mis un pistolet sur la tempe pour me dire fondre une famille ou un truc, c'est un truc que je souhaitais, mais il y avait quelque chose qui l'en empêchait. Et là, je me sentais en fin de cycle, d'une manière générale. Et du coup, ça arrive à ce moment-là, donc j'essaye de regarder ça et de changer quelque chose dans mes routines, dans les rencontres que je peux faire, dans mon environnement pour aller vers autre chose, quoi. Et je pense qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut vraiment, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le grand tout, l'univers, ça dépend de nos croyances, mais il est très abondant et il arrive, quoi. Et donc en me posant et en me centrant un peu sur cette intention, et en fait, tout ce que je cherchais depuis longtemps est arrivé, je crois, 3 semaines plus tard, quoi. Ah ouais, génial. En fait, c'est effectivement cette clarté aussi, tu dis, d'envie, enfin tout simplement, quoi. Une fois que celle-ci est claire et qu'elle est bien posée, qu'on est aligné, ça se met en place, quoi. Mais donc très chouette d'avoir réussi à faire ça. Ouais. C'est ce que j'aimerais arriver, non pas à modéliser, parce que je crois pas aux méthodes toutes faites et aux recettes magiques, mais en tout cas favoriser, c'est-à-dire que, comme tu me l'as dit, c'est pas une fierté, hein, mais j'ai jamais été voir de thérapeute ou de coach moi-même. Je pense que si je fais ce métier-là, c'est que je fais un peu ma propre thérapie continuelle, permanente, en autothérapie. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre. Je pense qu'on peut apprendre à gérer nos transitions de vie. Par expérience, plus on avance, etc. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de le faire, quoi. Mais oui, je crois beaucoup à ce... Ça peut sembler un peu nunuche, un peu niais des fois, ce truc du pouvoir de l'intention. C'est pas juste une fine couche de pensée positive où je ferme les yeux et je dis tiens, je veux que ça arrive pour que ça arrive. Il faut se donner les moyens. Mais effectivement, quand on est... Quand tout vibre dans la même énergie, effectivement, ça peut aller très vite, quoi. Ouais. Je reste un peu sur ta vie perso avant de passer au capitaine. On va y venir petit à petit. Donc tu rencontres ta coéquipière, n'est-ce pas? Vous déménagez aussi. Il y a une troisième personne, petite Moussaïenne qui arrive. Pourquoi déménager là aussi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir de Bordeaux? Alors pas bien loin, mais quand même. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, mais en 2020, il y a eu un contexte un peu particulier. Il y a un petit truc qui s'est passé, effectivement, je m'en souviens. Donc ça arrive, ce confinement a apporté aussi... déjà, on s'est découvert beaucoup plus vite, puisque... c'est qui tout double. Ouais, je crois que cette période a été qui tout double. Mais ça favorise quand même
voilà, la découverte, et puis ça favorise aussi une nouvelle boucle introspective, puisque c'est pas un hasard si les confinements ou cette période-là, d'une manière plus générale, a amené pas mal de changements de vie, c'est qu'on avait du temps de cerveau disponible en fait. Ouais. Et donc quand on est confronté à soi-même, y a des choses qui émergent. Et là on était quand même dans une nouvelle configuration, puisqu'on était à 2. On avait des envies d'être à 3. Et puis on a commencé tout simplement à regarder. On avait envie de tenter l'aventure en dehors de la ville. Ouais. De nous rapprocher de la nature, etc. On pensait rester un petit peu plus près de Bordeaux, mais on a eu une maison, on a trouvé une maison coup de cœur, donc c'est ça qui a fait que, et on s'est laissé porter par ce coup de cœur. Donc on est à 1 heure de Bordeaux, mais dans un contexte qui est complètement différent, mais qui nous va bien. Donc c'est un peu, voilà, on s'est un peu laissé porter par ça, quoi. Par le coup de cœur. Par le coup de cœur. Les capitaines ? Ouais. Tu nous en parles, Kezako, d'où te vient l'idée ? Comment tu construis cette idée d'avoir maintenant ton propre bateau ? Ouais. Dans tout le contexte que j'ai décrit, et puis notamment au moment du confinement, je suis dans cette fin de cycle avec Osons ici et maintenant, puisque je crois que j'ai arrêté en juin 2020 ou quelque chose comme ça. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Et ne faire que des formations telles que je les faisais en tant qu'indépendant aurait manqué un peu de sens pour moi, parce que je touchais de plus en plus du doigt le fait que, même si j'utilisais pas ces mots-là à l'époque, mais pour être capitaine d'une équipe, d'une organisation, d'un département, fallait déjà être capitaine de sa vie, quoi. Ça a été. J'ai découvert que le nom lescapitaines.com était un nom de domaine qui était disponible. Donc là, ça a fini d'être le déclencheur, puisque Baptiste Marin, voilà, c'était l'analogie du voyage est aussi évidemment assez facile. Ouais. Donc c'est comme ça qu'est né ce terme de capitaine, en me disant c'est un autre pan sur lequel j'aimerais bien revenir peut-être plus tard, qui est je suis un peu usé d'entendre les mots management, leadership, etc., parce qu'ils sont, selon moi, mal utilisés et un peu éculés. Mais ça m'intéresse quand même de savoir, je pense que l'autorité n'est pas un mauvais mot, mais on cherche une nouvelle forme d'autorité. Et le terme de capitaine, je trouve c'est le seul grade, je trouve, moi, qui a un problème avec l'autorité, pour le coup, ou en tout cas l'autorité aveugle. C'est le seul grade qui est sympa, quoi. Ouais. Tu sais, quand tu dis mon capitaine, il y a un truc que je sais pas. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, on peut pas tout parcourir à la fois, donc partons sur cette idée d'être capitaine de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien sûr, j'ai des convictions, je ne voulais pas avoir de certitude, et je me suis dit, je veux partir de ce qu'on appelle un peu de manière jargonneuse en posture basse, c'est-à-dire un peu en néophyte, reprendre un peu la curiosité de l'enfant, de celui qui ne sait pas, en fait, qui veut apprendre. Et cette posture d'explorateur, finalement, en me disant, je vais essayer de partir à la rencontre. Donc là, je ne suis pas encore dans une idée de modèle économique. Voilà. Au début, je le fais. J'essaye d'avoir cette projection, de me dire alors comment je peux gagner de l'argent avec ça. Puis très vite, j'ai l'impression de faire rentrer des carrés dans un rond, quoi, et que ça passe pas. Donc je me dis, comme j'ai un peu mon activité qui me laisse une sécurité financière, je me dis tout le temps que j'ai de disponible, je vais le dédier à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être capitaine de sa vie, comment on peut le faire durablement, etc. etc. Et le premier produit ou première ressource que j'ai créé, c'est Capitaine au Capitaine, le podcast, en allant explorer, quoi. Ouais. Et alors, est-ce qu'au moment où tu te poses la question, qu'est-ce que c'est qu'être capitaine de sa vie au final ? Enfin, tu vois, parce que tu te poses cette question-là, après tu l'accompagnes et t'accompagnes les gens, et on va y revenir bien évidemment. Mais ouais, c'est quoi être capitaine de sa vie ? Est-ce qu'on peut être capitaine de sa vie ? Ouais. Alors, il y a une première question d'abord. Non, je me surveille surtout moi, parce que je peux partir à tout moment dans des trucs, voilà. Je te ramènerai si jamais, même si c'est ton podcast, je te ramènerai si besoin sur Terre. Je dirais que pour moi, c'est avant tout une attitude. Et il y a Philippe Gabillet, qui était mon invité dans l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises, qui a une formule que j'aime particulièrement, c'est de dire on ne décide pas de grand-chose dans notre vie, mais le peu qu'on peut décider peut tout changer. Et en fait, pour moi, être capitaine, c'est justement de prendre cette décision, de dire je ne suis pas responsable de la météo,
Je suis pas responsable du bateau des autres. Je suis pas responsable des accidents qui peuvent m'arriver, des pannes qui peuvent m'arriver. Mais par contre, je reste le capitaine au bord de mon bateau. Il y a des choses que je peux décider. Peut-être il y a une citation, je suis assez citation, je me surveille aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques. Mais il y a une citation de Jim Rohn qui dit « Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est le même pour tous. » Donc il y a un peu de ça dans l'attitude capitaine, quoi. Ouais. Et donc ce podcast, tu le lances, pourquoi créer un podcast? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Pourquoi pas aller écrire des articles sur LinkedIn, faire des vidéos, que sais-je? Les options sont vastes. Alors je suis un fervent défenseur du podcast évidemment, hein, mais... Oui, j'allais dire. Je vois plusieurs raisons. Je voulais vraiment partir en exploration et documenter cette exploration. Et je me suis dit que rendre public finalement certains de ces entretiens, parce que je ne me limite pas aux entretiens du podcast, mais en tout cas d'avoir des rencontres, d'avoir des parcours inspirants de personnes qui ne sont pas forcément que dans des success stories, mais qui sont dans des périodes de transition pour certains ou pour certaines, pouvaient être intéressantes. Pour être honnête, on me l'a conseillé aussi, l'idée n'est pas de moi, donc je remercie Anastasia de m'avoir mis sur cette piste-là. Bien joué Anastasia. C'est Anastasia Rukvid qui a été mon invité aussi, épisode numéro 5. Ah, très bien, très bien. Et qui participe un peu au projet aussi, qui est passé de la RH à la céramique, pour la petite histoire. Belle transition. Ouais. Et je me dis, je vois, aussi pour ne pas être hypocrite, que c'est aussi un format qui est un peu en vogue et où il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, on peut le faire assez facilement, même de manière amateur. Et... il y a un autre truc peut-être que je peux rajouter, c'est je crois qu'on manque d'espace-temps aujourd'hui où on a des discussions profondes en fait. Et moi je le vois, parfois on a des rendez-vous en famille, entre amis, etc. Et on reste assez souvent sur un niveau de discussion somme toute assez superficiel parce qu'on fait juste un update de nos vies. Et ça fait du bien, attention, je ne dis pas qu'il faut se prendre la tête tout le temps, mais discuter des choses vraiment profondes, parler de soi ou s'intéresser à l'autre pour qu'il nous confie un peu ce qu'il a en lui, on ne le fait pas si souvent que ça finalement. Et je pense que ça manque un peu et donc c'est une des raisons de ce podcast aussi, quoi. Ouais. T'as reçu plusieurs personnes, tu l'as dit, au parcours complètement différent. Comment tu les choisis? Par mon réseau personnel. LinkedIn m'aide beaucoup aussi à faire des belles rencontres. Et puis après des personnes que je connaissais sans connaître. Philippe Gabillet, c'est un exemple. Que j'avais envie de rencontrer. Il y a Laurent Moisson aussi qui sera le prochain invité. Donc j'y vais vraiment aussi un peu au coup de cœur. J'ai arrêté de dire je suis très heureux de vous recevoir dans cet épisode parce que je vais le dire à chaque fois puisque par définition ce sont mes invités, donc ça me fait plaisir de les recevoir. C'est quand même bien de commencer comme ça, ils ont quand même le sourire, tu leur donnes quand même le sourire. C'est clair. Mais des personnes avec qui je pense que l'histoire ou la réflexion ou l'expertise peut être inspirante pour des personnes qui se posent la question d'un changement de vie ou d'une réorientation, d'une transition et qui ont envie d'avoir un petit coup d'inspiration, quoi. Ouais. Et avant de te poser la question sur ce que tu retiens de ce que tu as créé au final et ce que tu vas créer, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'ils t'ont partagé? Parce qu'au moment où on enregistre, t'as publié 10 épisodes. Et forcément, ça t'apporte quelque chose. Enfin, moi, je peux que être... on a des visions différentes. Moi, j'en ai fait un peu plus de 130. Donc, ça m'apporte énormément. Et ça me nourrit, évidemment, sur tout le chemin. Et ça t'apporte souvent des réponses au bon moment. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, là, ces 10 premiers? Je fais très attention aux biais de confirmation parce qu'on a toujours envie de retenir et d'aller chercher chez les autres ce qui nous arrange. Peut-être que l'importance des transitions qu'on n'a pas choisies. Le fait de, quand il nous arrive, j'ai Nadalette Lafonta en tête dans l'épisode 2 qui a eu un grave incident de vie avec une opération qui l'a presque rendu paraplégique et le rebond qu'elle a eu derrière, donc cette idée de la résilience. Que c'est pas forcément plus facile de déclencher par soi-même une transition. Malheureusement, on a tendance à constater que ce sont les coups durs, les accidents, les maladies, les séparations, les conflits qui font émerger ou qui nous aident à traverser ça.
j'ai quand même dans l'idée que l'on peut que l'on peut décider sans en arriver là, fort heureusement. Je m'interroge encore sur comment le faire. Mes invités m'ont aussi décollé la pulpe un peu sur la notion d'essayer de trouver la solution parfaite. Je pense que c'est un peu une chimère de dire on va trouver une recette magique qui permettrait à tout le monde d'être complètement fluide dans les transitions de vie. Déjà parce que tout le monde ne le souhaite pas. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça les grands apprentissages, que la vie est magnifique, qu'il y a 1001 manières d'être capitaine de sa vie. Ça me l'a confirmé aussi. Voilà, et puis après il y a quand même quelques ingrédients qu'on retrouve. Et donc tous ces apprentissages et ces ingrédients, j'essaye de le mettre dans un, je sais pas comment on peut l'appeler, dans un parcours que je vais proposer en ligne à la rentrée, qui sont issus un petit peu de tous les apprentissages que j'ai eus à travers le podcast et à travers les autres échanges que j'ai pu avoir dans cette exploration. Parfait, tu nous diras justement ce qui va se passer à la rentrée. Avant ça, j'ai envie de te poser la question, parce qu'on parlait au tout début de cet épisode des valeurs. Toi, tu arrives à bien les définir. Tu en as défini 4. Si je n'abuse, alors tu m'avais dit dans l'oreillette avant de commencer les valeurs cardinales, je trouve ça, on reste sur cette logique évidemment du marin pour le coup. Donc est-ce que tu peux nous les partager et pourquoi avoir choisi celle-ci aussi ? Ouais, alors c'est un peu, quand j'ai fait cet exercice-là, je suis très précautionneux parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des valeurs et c'est pareil, je fais gaffe aux mots fourre-tout. Non, c'est en tout cas des notions ou des croyances fortes, un peu directrices effectivement, qui m'aident quand j'ai des choix importants à prendre ou par constat qui m'ont quand même bien mené. La valeur d'autonomie, ça je pense que c'est lié aussi à mon éducation, peut-être un peu à ma personnalité, mais peut-être à un conditionnement, c'est d'être autonome, d'être dans le sens d'être indépendant, et je rattache ça à la notion de liberté. J'aime pas la notion d'identité, mais j'aime bien la notion de liberté. Dans cette optique de choix, on a le choix. Je refuse un peu ce côté déterministe de dire bah oui, mais c'est comme ça, ou on a toujours fait comme ça, ou voilà. Donc l'autonomie, je le rattache un peu à ça, de faire par soi-même. Ça veut pas dire tout seul. L'autonomie, ça veut pas dire faire tout seul. Ça veut dire qu'on est vraiment un peu en charge. Voilà. La deuxième, c'est la sérénité, parce que c'est la fameuse phrase de mon père, l'important dans la vie, c'est d'être serein, qui m'a beaucoup impacté. Et cette notion de sérénité, moi, je suis pas quelqu'un de serein, je pense pas me définir comme ça, mais plus, tu vois, une valeur, ça peut être un objectif aussi, quelque chose vers lequel on souhaite tendre. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaye de garder en tête pour rester dans l'analogie des capitaines, pour vérifier que mon rythme de croisière me convient bien et qu'il est choisi. La troisième, c'est la contribution. Il y a une critique qui est, à juste titre, qui est faite dans le développement personnel. On se fait attaquer par les moustiques. Exactement. Je t'indique où est-ce que tu te fais attaquer comme ça. J'essaye de pas... une critique qui est faite à juste titre, parfois, dans le développement personnel. C'est pas le repli sur soi, mais l'entre-soi, quoi, le fait d'être égocentré, le fait de penser à moi, de quoi j'ai besoin, et de jamais oublier que on est un animal social et cette idée de contribution. La contribution, ça peut être ce que tu fais pour ta famille, ça peut être dans un cercle restreint. Je pense pas que tout le monde soit amené à être nécessairement dans des métiers liés aux enjeux climatiques, sociaux, ou à travailler pour une ONG, mais c'est l'utilité que l'on a, le pourquoi, je pense qu'il est très lié à ça. Donc cette idée de contribution, c'est comment je peux donner, comment je peux interagir, créer du lien, parce que ça nous relie finalement aux autres. Donc c'est un peu ça, cette idée de contribution, d'utilité, quoi. Et l'épanouissement. Et l'épanouissement, parce que la vie doit rester un kiff, quoi, quand même. Moi, je suis quand même je sais pas quel terme je peux mettre derrière ça, mais j'ai quand même... La vie doit être faite de joie, doit être remplie de joie, quand même. Et c'est un autre message que j'ai envie de transmettre avec les capitaines, justement, c'est... l'époque n'est ni bonne ni mauvaise, quoi. Elle est, et elle est ce qu'elle est, quoi. C'est à nous d'en faire ce qu'elle est. Il n'y a pas, le travail n'a pas de sens. Il a que le sens qu'on lui donne. La vie n'a pas de sens.
que le sens qu'on lui donne, et l'époque n'a pas de sens, elle a que le sens qu'on lui donne. Et donc j'entends, hein, c'est normal qu'on soit dans une période inquiétante, anxiogène, il y a des défis colossaux, on ne peut pas nier. Donc c'est tout le paradoxe de notre époque, il y a une prise de conscience à avoir, et après qu'est-ce qu'on en fait, comment on se remet en action, comment on se remet en contribution, comment on reste serein, comment on reste libre, et comment on reste aussi dans une certaine forme de joie, quoi. Je crois que c'est ça que j'ai envie de faire résonner. Parfait. Et je crois que tu as employé le terme action, qui est quand même hyper important. Moi, je parle souvent, par rapport à l'éco-anxiété notamment, évidemment, qu'on vit beaucoup. Et c'est par l'action qu'en tout cas, à titre perso, et je le vois autour de moi, hein, on est moins anxieux. Donc pareil, en fait, par rapport aux défis auxquels on fait face nous-mêmes demain, à titre personnel ou professionnel, c'est en se mettant dans l'action, en testant, test and learn, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Tu vois, tu me parlais des apprentissages du podcast. Ouais. Je fais de la promo pour les épisodes passés, je me rends compte. Épisode 4, Camille Choplin, que tu connais bien. J'ai reçu aussi épisode 16 de mon côté. Voilà, tu vois. qui est justement, elle, aussi dans l'action et remplie de joie pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est aujourd'hui maire adjointe de la mairie de Bordeaux. Exactement. Mais qui a fait plein d'autres choses par ailleurs. Confirmé aussi par Philippe Gabillet, qui disait, en fait, quand on parlait de transition de vie ou de changement de vie, la seule métrique pertinente du changement, c'est l'action. Ouais. Tout le reste, c'est que du blabla. Donc oui, se mettre en action... ça met en joie aussi. Ouais. Pas facile, mais ça met en joie. Exactement. Alors, ça sert à quoi d'être capitaine de sa vie, au final ? Ce ne sera pas la dernière question, je dis au final, mais c'est un mauvais indice. Ça sert à quoi ? Je pense que ça renvoie aux valeurs que je nommais précédemment. Je pense que peut-être un peu plus de sérénité, peut-être un peu plus de joie, peut-être un peu plus de lien aux autres. Il y a Bronnie Ware aussi, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'est une femme qui est connue pour avoir écrit un bouquin, mais qui était dans le milieu hospitalier, et qui a notamment accompagné des personnes en fin de vie, et qui en a interrogé beaucoup, et elle s'est penchée sur les regrets qu'on pouvait avoir en fin de vie. Et je pense que tendre vers une vie choisie, parce qu'on, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas tout choisir, voilà. Mais tendre vers un équilibre de vie choisi permet, à mon avis, de limiter ou de ne pas avoir de regrets en fin de vie. Et là, je ramène ça à moi, pour le coup, parce que quand on crée quelque chose, il y a forcément une partie de nous-mêmes. Et je crois que j'ai peur de la mort, comme tout le monde. C'est ridicule de dire qu'on n'a pas peur de la mort, je pense. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Mais oui, parce que je pourrais débattre, parce que je crois que je suis pas complètement d'accord, mais c'est pour ça que Non, je comprends. Non, j'accepterai l'antithèse. Je dis ça, mais peut-être que je m'enflamme un peu. Non, mais en tout cas, je peux partager ça. C'est un exercice qui a été un exercice déclic aussi, quand je suis rentré dans le cabinet en question, là, chez Krauthammer, où très rapidement, dans la formation, ils m'ont fait écrire ma rubrique nécrologique. Qu'est-ce que tu t'imagines mourir le plus tard possible, et qu'est-ce que tu aimerais lire comme article de journal le lendemain où tu es mort. Bon, c'est un peu un exercice perché parce que par définition, tu n'es plus là pour le lire. Ouais. Mais qu'est-ce que tu serais fier qu'on écrive à propos de toi dans le journal une fois que tu n'es plus là ? Et ça m'a donné un coup de poing au foie, quoi. Parce qu'on m'a donné 20 minutes pour le faire déjà, donc bonne chance. Donc j'ai écrit une première version, mais après ça a pris pas mal de temps pour l'affiner. Mais du coup, ça m'a donné une intention aussi. Et voilà, j'ai l'impression d'être en route vers quelque chose et de limiter les regrets. Je me dis, si ça s'arrêtait aujourd'hui, ce serait dommage. Ce serait très dommage. Ouais. Mais en tout cas, j'aurais l'impression de partir tranquille, quoi. Ok, c'est chouette comme exercice, je trouve. Tiens, je vais le faire. C'est pas facile. C'est pas facile, mais... Ouais. Si ça vous titille un peu trop, je dis ça aux auditeurs et auditrices, je l'ai fait avec les jeunes en s'imaginant... en projetant à 30 ans ou à 40 ans, de dire vous êtes interviewé par Impact Magazine, qu'est-ce qu'il raconte à propos de vous, voilà. Ça vient un peu moins chercher l'idée de la mort, qui n'est pas toujours réjouissante, mais paradoxalement, c'est parfois plus compliqué de se projeter à 6 mois, ou à 1 an ou 2 ans, que de s'imaginer ce qui nous rendrait fiers, heureux, épanouis dans 20 ans ou 30 ans.
Ouais. C'est un exercice que je conseille en tout cas. Ouais. Parfait. Je parlais de la rentrée de septembre. Qu'est-ce qui arrive là pour les capitaines? Quelles sont les nouveautés? Ouais, on a un an d'exploration, d'exploration active et documentée, visible. Structurée, visible, etc. Puis ça fait beaucoup plus longtemps que ça me trotte dans la tête. Donc il y a quand même pas mal d'apprentissage. Ouais. Je lance une première vidéo en YouTube en septembre pour décortiquer certains outils en m'appuyant sur soit des séries, soit des films cultes un petit peu. Donc la première, ce sera autour d'un outil qui s'appelle le cadran d'Hoffman, qui m'a pas mal aidé moi aussi à ajuster certains trucs et que j'ai décidé de réaliser en prenant appui sur la série Friends, donc en voyant comment cet outil-là pouvait nous aider à développer des relations plus intenses et authentiques, tout en prenant les illustrations des personnages de Friends qui sont connus par beaucoup. Donc voilà, ça c'est une première innovation qui sort là normalement dans les jours qui viennent. Version 2.0 du site normalement qui sera sortie aussi, j'espère, courant septembre, on ne sait pas quand exactement. Voilà, et puis je vais sortir donc une première, ce sera en version bêta, j'ai vraiment envie de le co-construire avec les premiers utilisateurs, mais une sorte de parcours en 3 étapes pour apprendre à gérer nos transitions de vie. Je l'ai souhaité, ce parcours à la carte et par petites bouchées, pour que ce soit accessible et ciblé selon les problématiques. Donc voilà, je ne veux pas donner de tarifs parce que je ne sais pas exactement, c'était pas ma préoccupation première, mais que ce soit accessible en tout cas. Il y aura 3 grandes étapes, ça c'est sûr. Reprendre la barre, donc comment je fais un constat, comment de mes compétences, de mes motivations, de comment je retrouve de la sérénité aussi, et puis comment j'active mon potentiel, comment je fais un bilan et un constat de ma situation actuelle. Choisir son cap, donc là c'est le côté projection, avancer vers son pourquoi, définir quelle est la prochaine étape, définir mon je veux intentionnel. Puis larguer les amarres, parce qu'après c'est beau d'avoir une vision, mais il faut bien la concrétiser. Donc comment je co-construis avec mon entourage, comment je vais gérer ça avec mes proches, comment je vais obtenir des oui aussi pour transformer mon projet en action, etc. Donc voilà ce qui va sortir. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Le podcast va continuer aussi. J'ai décidé de repartir pour une saison 2 après une année. Je n'ai pas encore décidé. Peut-être que ça prendra aussi d'autres formes différentes. Je peux faire un peu de teaser parce que normalement j'ai des 8 principes. Donc je vais avoir Flore Vasseur, que tu connais peut-être, documentariste, qui m'avait beaucoup ému dans une interview Thinkerview qu'elle avait fait. Et hier j'ai eu le oui de principe. Je prends beaucoup de précautions aussi, mais de Marc de la Ménardière aussi, que tu connais. Donc voilà, quelques épisodes sympas à paraître. Donc j'ai parlé de la chaîne YouTube, du podcast, du site. Et puis sur ce site, je vais continuer à poster des articles et des ressources gratuites aussi pour continuer à nourrir les déclics. Il y aura à un moment donné une partie payante, parce qu'il faut bien que mon objectif reste quand même pas de devenir riche avec ça, mais en tout cas d'arriver à en vivre pour pouvoir m'y concentrer, parce que là je le fais à mon temps perdu. Donc voilà, de développer ça et puis de construire un petit cercle autour des capitaines pour que ce projet soit aussi collectif, parce que je me rends compte que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout de mes idées. C'est un truc que j'ai pas dit, pardon, je précise aussi, mais une des raisons pour lesquelles j'ai déclenché les capitaines, c'est que je me suis dit, j'ai toujours été dans des rôles de conseiller un peu, que ce soit dans un comité de direction, à nourrir la réflexion du fondateur ou du directeur général. Et je quittais toujours le projet un peu en me disant oui, mais on devrait faire plus comme ça, plus comme ci. Je crois qu'il y a l'arrosage automatique qui se déclenche. J'espère ça que va, ça a l'air d'être du goutte. On a eu tous les deux un petit peu. Ça a l'air d'être du goutte à goutte, donc exactement, ça on va pas se faire J'ai asperger. peur qu'on se... J'ai vu ton regard.
Ouais, toujours un peu de oui, on aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça. Et dans ma dernière réflexion, je me suis dit, mon petit coco, si tu penses que tu es plus malin que tout le monde, fais-le et te réfugie pas derrière des excuses, quoi. Donc là, j'ai le sentiment d'aller jusqu'au bout de mes idées. C'est pas évident. Enfin, toi, tu connais ça aussi, hein, quand on lance un truc, c'est pas évident parce que ça vient secouer plein de peurs. La première fois que j'ai dû poster sur LinkedIn, c'était compliqué. Première vidéo YouTube compliqué, premier podcast compliqué, enfin ça travaille l'image qu'on a aux autres, etc. Donc c'est venu me chercher dans les recoins, mais je kiffe ça parce que ça m'aide à continuer à grandir justement et ça me rend vivant, quoi. Donc c'est chouette. Bien. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 inspirations? Que ce soit, alors tu en as peut-être mentionné d'ailleurs pendant 7 heures à échanger, des films, des documentaires, de la musique. Je crois qu'une musique on l'a peut-être déjà eu, mais des personnes qui ont eu un impact. Et y changer la vie, effectivement, de Goldman. Non, mon podcast s'appelle Capitaine au Capitaine parce que le cercle des poètes disparus, l'apprentissage du professeur Keating, je pense que c'est très en ligne et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque quand j'étais ado ou jeune adulte. Donc voilà, à voir et à revoir, même si on connaît déjà. Puis j'ai une affection particulière aussi pour Robin Williams, qui a eu une vie assez torturée finalement, mais qui a fait des choix de carrière et qui avait une vie assez intéressante. Peut-être une idée de vidéo YouTube là-dessus aussi. Ouais. Donc ça, c'est une première. Je suis pas un grand lecteur, mais il y a 2 bouquins qui m'ont pas mal marqué. Le premier est assez connu, c'est Sapiens de Harari, quand même, qui m'a reconnecté avec la notion du temps long. Tu parlais d'éco-anxiété, ça m'a apaisé un peu là-dessus, parce que en fait, ce qui nous rend anxieux, c'est qu'on a envie de voir notre idéal social à l'échelle de notre vie, en fait, quoi. Mais ça, c'est pas forcément possible. Mais en tout cas, on a toujours l'impression que les choses vont pas assez vite ou vont très lentement. Et en fait, quand on prend du recul, c'est incroyable. La vitesse, peut-être que ça va trop rapidement justement pour nous. Donc ça m'a reconnecté avec ça, puis avec d'autres idées clés. Et le deuxième, c'est Hermanès Siddhartha. Pareil, c'est pas forcément le très original peut-être parce que beaucoup de gens le connaissent, mais moi qui suis assez exigeant avec moi-même, ça m'a reconnecté avec cette idée de l'action imparfaite mais qui est apprenante, sans divulgacher le livre. C'est un jeune homme qui est élevé presque en ascète dans une éducation très spirituelle où il peut quasiment s'autosuffire et qui continue à parfaire son apprentissage en s'extirpant de son environnement initial, familial, en disant je veux partir en exploration pour continuer à apprendre. Et il croise la route du Bouddha originel et qui lui dit et en fait il lui dit ça a l'air génial ton truc, mais en fait je vais pas te suivre. Alors, il dit non parce que là maintenant ça y est, j'ai assez intégré de trucs, maintenant il faut que je fasse. Et il fait toutes les conneries du monde en fait, tu vois, qui est contraire à tout, mais il apprend par l'expérience. Donc ça c'est l'autre truc. Je l'avais préparé cette question parce qu'elle fait partie des questions et là tu vois un truc que je conseille beaucoup aussi, c'est une interview de Steve Jobs à Stanford en 2005. Pareil, qui m'a fait beaucoup écho, où il parle de 3 histoires de vie. Quand on revoit la vidéo une fois qu'il est une fois qu'on sait qu'il est parti, ça a encore plus d'écho. Donc c'est pas le meilleur orateur et puis c'était pas un exemple sur tout Steve Jobs, mais là pour le coup il y va avec beaucoup d'authenticité et c'est quelque chose que je re-regarde très très fréquemment. Voilà, j'ai cité 3, c'est bon. C'est même parfois, t'en avais 2 en un, donc on est bon, parfait. Avant de te laisser le mot de la fin et de te poser la dernière question, je voudrais de nouveau te remercier de m'avoir fait confiance pour animer cette interview, de te poser des questions sur ton propre podcast. J'espère que ça te conviendra. Ouais, non, mais c'est parfait. Je redis merci à toi parce que tu prends du temps et tu as dit oui spontanément et voilà, je serais très content. On a deux émissions qui sont avec des angles différents mais qui ont pas mal de... On peut la citer d'ailleurs, hein, j'ai pas l'audience du 20h de TF1, tu vois, comme je le dis souvent, mais c'est toujours ça de prix, donc allez écouter Le Pompon, 119 épisodes je crois, tu l'as dit. Ouais. Et tu as lancé aussi une nouvelle émission
Exactement. Oui, moi non plus, je m'ennuie pas, je crée beaucoup. Voilà, Je teste beaucoup de choses en Aquitaine. Exactement. Et tu vas à la rencontre de tous ces parcours, donc c'est chouette. C'est ça. Et je me suis rendu compte pendant cette interview que nous avions aussi beaucoup de points communs sur notre parcours. On va creuser ça lors d'un déjeuner. Exactement. Je t'invite bien volontiers pour te remercier. C'est sympa. Et donc, je te donne le mot de la fin et j'ai envie de te poser cette question aussi. Alors, même si on a expliqué ce qu'était capitaine de sa vie, mais moi j'ai envie de savoir, est-ce que toi, tu es capitaine de ta vie aujourd'hui ? Je me sens très sincèrement, je ne veux pas donner de réponse un peu bisounours, mais je crois que c'est vraiment une décision. Ça n'exclut pas des doutes, ça n'exclut pas parfois de l'insécurité personnelle, mais oui, quand je regarde la réalité que j'ai réussi à créer autour de moi, et je parle de mon environnement affectif, familial, voilà, sans dire que tout est parfait. Je suis détaché de cette logique de perfection maintenant, ou en tout cas je me soigne. Je me dis je me sens capitaine de ma vie, ouais. Vraiment, et j'en suis heureux. Je me dis pourvu que ça dure, j'essaye de cultiver pareil, c'est quelque chose que l'on dit beaucoup et parfois de manière un peu niaise, mais véritablement de la gratitude de me dire tous les jours, vraiment, je me sens vraiment privilégié. Et voilà, maintenant je pense que ce qu'on peut faire, c'est aussi essayer d'insuffler ça ou d'inspirer ça chez les autres. Donc ouais, je me sens assez chanceux à ce niveau-là, et pourvu que ça dure, comme on dit. Parfait. Baptiste, merci beaucoup et je te souhaite bon vent. Merci Théo Robache. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a surtout permis d'en savoir un peu plus sur le pourquoi et le comment du projet des capitaines. Le nouveau site est en ligne, www.lescapitaines.com. N'hésitez pas à faire le point gratuitement sur votre transition grâce à notre boussole. Ça prend moins de 10 minutes, vous pouvez le faire sur téléphone, tablette, ordinateur, et vous recevez une synthèse avec quelques bonnes questions à se poser en fonction de vos réponses. Pour aller au-delà de ce simple constat, je propose désormais un nouveau produit qui s'appelle la bouée. C'est un échange de 45 minutes en visio avec moi pour débloquer votre situation du moment. Alors c'est pas du coaching, c'est un conseil ponctuel face à une situation précise que vous souhaitez faire évoluer. Vous en ressortez avec un plan d'action qui vous permet d'avancer jusqu'à votre prochaine étape. Enfin, nous sommes en train de développer un parcours en ligne pour devenir autonome dans cette transition de vie. Ce parcours est en construction, mais le premier module est d'ores et déjà disponible. En vous inscrivant dès maintenant, vous bénéficiez d'un prix de lancement attractif et vous aurez accès à vie à tous nos futurs développements sur ce module. Toutes les informations, www.lescapitaines.com. Allez, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité inspirant et je vous laisse sur une citation de Jim Rohn. Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est le même pour tous. Bonne rentrée à vous et à très vite les capitaines.